Bonjour, je m'appelle Nick Rivington, je suis professeur en études urbaines à l'Institut national de la recherche scientifique. J'ai une formation en géographie et en urbanisme et je suis expert en géographie des jeunes adultes et surtout par rapport au logement et en particulier concernant les étudiants. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des enjeux auxquels font face les étudiants internationaux au Québec. Il y a plus de 300 000 étudiants internationaux inscrits aux universités québécoises, auxquels s'ajoutent plus de 200 000 étudiants internationaux au niveau collégial. En total, ça fait plus de 20 de tous les étudiants internationaux qui viennent au Canada. Ces étudiants représentent environ 16 des effectifs à partir de l'année scolaire 2019-2020, qui est vraiment une hausse importante depuis 2009-2010 où il ne comptait qu'environ 9 des effectifs. Ça fait une croissance d'environ 67 au premier cycle et d'environ 150 au deuxième et troisième cycle durant cette décennie. Durant cette même période, les pays d'origine des étudiants internationaux se sont aussi diversifiés. Donc, les États-Unis et surtout la France demeurent des pays d'origine importants, mais on voit aussi une hausse des inscriptions des étudiants provenant de la Chine, de l'Inde, des pays du nord de l'Afrique, ainsi que de l'Iran et de la francophonie subsaharienne. Comme j'ai mentionné, à part de quelques exceptions, les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés pour les étudiants internationaux. Dépendamment du programme, un étudiant international du premier cycle pourrait payer 7 ou 8, voire même parfois plus de 10 fois plus en frais de scolarité que les étudiants québécois. Ces étudiants ne sont pas admissibles à plusieurs programmes de bourse, et il y a des limites juridiques sur leur capacité de trouver un emploi hors campus. Donc, soit il faut se limiter à des emplois sur le campus ou il faut travailler seulement un nombre d'heures assez restreint. Donc, même sans ces limites, le fait que les étudiants sont là pour étudier fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour travailler pour payer ses études. Cette combinaison de facteurs fait en sorte que les étudiants internationaux ont souvent des revenus faibles, même par rapport aux étudiants québécois. Et l'insécurité financière pourrait ensuite mener à l'insécurité alimentaire ou à l'insécurité résidentielle. Donc, on constate en fait que le mythe de l'étudiant international riche qui peut aisément s'intégrer au Québec durant leurs études ne représente pas vraiment la réalité contemporaine des étudiants internationaux au Québec. Effectivement, selon les données de l'organisme Utile, les étudiants internationaux payent en moyenne des loyers plus élevés que leurs camarades de classe québécois et ont moins souvent un emploi. C'est bien connu que les étudiants internationaux font face à la discrimination raciale ou de la discrimination selon l'âge. Il y a même une autre capsule du projet Silence Discrimination là-dessus. Mais ce sont aussi des enjeux auxquels des étudiants locaux pourraient faire face. Pour les étudiants internationaux, il y a l'enjeu supplémentaire de trouver un logement avant d'arriver au pays. Et donc, on voit parfois des propriétaires prédateurs qui proposent des logements aux étudiants qui sont inadéquats, insalubres et surpeuplés, sachant que pour certains étudiants, c'est difficile de trouver un logement abordable et puisqu'ils ne connaissent pas leurs droits en tant que locataires, ils ne vont pas plaindre des mauvaises conditions. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une étudiante internationale qui va pouvoir partager avec nous ses expériences en tant qu'étudiante. Donc, je t'invite à te présenter. Bonjour, je suis étudiante internationale dans une université montréalaise et je suis maman également. OK. Et donc,
quels étaient les défis que vous avez rencontrés durant votre parcours scolaire au Québec? Il faut savoir que j'étais venue en 2019 pour un stage en étant une étudiante de l'international. Et après, j'étais enceinte. Donc, en 2020, je devais faire un suivi de grossesse. J'avais déjà eu mon acceptation pour continuer en doctorat. Mais le temps que le permis d'études, un nouveau permis d'études sort, je devais faire le suivi de grossesse de ma fille et j'avais une assurance étudiante collective Desjardins. Et maintenant, je n'avais pas de RAMQ. Donc, à chaque fois que j'appelais pour faire le suivi de grossesse, on me disait que je n'ai pas de RAMQ, donc eux ne peuvent pas me suivre. Jusqu'à ce que j'ai raté les examens qu'on doit faire au premier trimestre. Donc, je n'ai pas fait de première échographie, ni les tests sanguins qui devaient être faits. Et étant premier enfant, c'était assez dur. Ensuite, j'ai eu une clinique privée qui m'a fait le suivi. Donc, j'ai juste eu le temps de faire à partir de la deuxième échographie. Donc, tous les examens de première échographie n'étaient pas possibles. En plus, c'était en plein Covid, donc toutes les frontières aussi étaient fermées. Vu tout ce que j'ai eu à traverser, même pour faire l'échographie, je devais aussi aller dans le privé parce que ni les hôpitaux ni les CLSE ne voulaient m'accepter, donc sans RAMQ. Donc je devais aller trouver ailleurs pour faire mes échographies. Avec tout ça, le médecin qui me suivait m'avait dit que lorsque je vais arriver à un certain terme, je vais devoir continuer avec l'hôpital. J'ai dit, OK, si déjà dès le début on ne m'a pas suivi, je ne vais pas prendre le risque de rester. Et qu'après on me dit que non, je n'ai pas de RAMQ, je n'accouche pas. Bon, parce que premier enfant, j'étais assez stressée. Donc, dès qu'ils ont ouvert les frontières, j'ai quitté le Canada pour aller rejoindre mon conjoint et accoucher là-bas. Et ensuite, après ça, quand on est venu, j'ai fait les demandes de RAMQ pour ma fille parce que c'est juste récemment, en septembre 2021, que les enfants qui ont des parents étrangers de l'international, qui ne sont pas ni résidents ni canadiens, donc qui ont eu droit à avoir le RAMQ. Même s'ils étaient nés ici et qu'ils sont canadiens de naissance, si les parents sont de l'international, ils ne peuvent pas avoir de RAMQ. Donc, mais c'est en 2021 qu'ils ont commencé à mettre ça en place. Donc, j'ai fait la demande de RAMQ pour elle et tout, mais le problème, c'est que je ne peux pas l'inscrire sur la liste des médecins de famille parce qu'il faut obligatoirement le numéro de RAMQ d'un adulte. Et moi, je n'ai que l'assurance étudiante. Donc, as-tu eu des problèmes liés au logement, à accéder à un logement? Oui, la première fois quand j'étais venue en 2019, j'avais des problèmes à trouver un logement parce qu'on demandait le crédit, mais pour un nouveau arrivant, ce n'est pas facile. Ou soit on demande de faire un dépôt du dernier mois et autres. J'ai été pris à ce piège-là même justement parce que quand j'étais venue, le premier logement que j'ai eu, il y avait une punaise dedans, une punaise de lit. Et aussi le chauffage qu'on ne pouvait pas régler, la chambre était chaude, trop chaude. Donc, j'ai demandé au locataire, parce que c'était une sous-location, je lui ai demandé est-ce qu'elle peut me rembourser, parce que j'ai dû faire un dépôt d'un mois. Si elle peut me rembourser le mois, elle m'a dit qu'elle ne me rembourse pas parce que je quitte. Or, je devais continuer et tout. Donc, elle n'a pas voulu me rembourser mon argent. Et parce que c'est le piège qui est là, quand on ne connaît pas les lois, surtout le bail, c'est pas facile de s'en débarrasser ici. Donc c'est le piège auquel j'ai été affrontée. Donc j'ai dû changer de logement, chercher un autre logement, donc, et oublier mon argent qui était avec la personne. Donc
Et as-tu pu trouver assez facilement un autre logement ou... Le deuxième logement que j'ai eu, c'était parce que quand je venais, j'avais fait pas mal de demandes. Certes, j'avais accepté ce dernier, mais je me suis dit que j'avais prévu d'autres rencontres, visites de logement après mon arrivée. Donc, quand je suis venue et que j'ai vu l'état, les punaises de lit et tout, j'ai contacté l'autre pour lui dire que je veux toujours visiter. Donc, j'ai visité ce dernier. C'est ce dernier que j'ai eu. Okay. Mais sinon, avant d'avoir le premier déjà, c'était pas si facile que ça. Il fallait aller sur les sites de recherche de logement ou le groupe Facebook pour voir. Donc pour les organismes communautaires, je ne crois pas que c'est une question de réorienter toutes ces activités autour des enjeux auxquels font face des étudiants internationaux, mais il faut plutôt assurer que la particularité de ces étudiants soit prise en compte dans l'offre de services qu'ils ont déjà. Donc, prenons par exemple l'exemple du logement. L'organisme Utile propose des logements abordables pour étudiants au Québec. Et à l'Université de Concordia, il y a le Hojo Housing and Jobs Bank qui assure aussi, qui donne de l'information aux étudiants par rapport au logement et un soutien pour les étudiants de cette université en matière de logement. Et ces deux organismes ont collaboré pour créer un site web, l'appart.info ou likehome.info en anglais, qui sert comme guide de référence sur le logement pour étudiants. Et donc, les étudiants internationaux ne sont pas le seul public cible de cette initiative, mais les expériences de ces étudiants sont quand même prises en compte par ces organismes en créant cet outil. Je dirais aussi qu'il y a un rôle important pour les associations étudiantes. Ils ont un mandat de défendre les droits et les intérêts de leurs membres, y compris les étudiants internationaux. Et donc, ces questions doivent être prises au sérieux. Quant aux universités, elles-mêmes, je pense qu'il faut absolument qu'ils offrent un soutien adéquat à leurs étudiants internationaux. Par exemple, il faut que les informations pertinentes soient facilement disponibles. Ça devrait être clair pour un étudiant où ils peuvent aller trouver des soins médicaux, accéder à des services de santé avec leurs assurances privées, par exemple. Il faut souligner aussi que les 3 paliers gouvernementaux devraient vraiment aider les universités dans cette démarche parce que c'est des politiques de ces 3 paliers qui cherchent à attirer des étudiants internationaux, de promouvoir le recrutement étudiant à l'étranger sans vraiment offrir un soutien à ces étudiants une fois qu'ils sont sur le terrain à Montréal ou au Québec. Donc, en général, il faut qu'on arrête d'instrumentaliser les étudiants internationaux et il faut plutôt les voir comme des personnes, comme des êtres humains qui ont leur propre projet scolaire, projet familial, projet professionnel qu'il faut valoriser pour ce qu'ils soient.